Chapitre 15. Ose le terrible et démasqué. Arrivés devant les portes de la cité d'Émeraude, les voyageurs tirèrent la sonnette. Au bout de plusieurs coups, le gardien des portes leur ouvrit. « Comment? Vous êtes revenus » s'exclama-t-il avec surprise. « Comme vous le voyez, » répondit l'épouvantail. « Mais je pensais que vous étiez allé chez la vilaine sorcière de l'Ouest. »« En effet, nous lui avons rendu visite. »« Et elle vous a laissé repartir » s'enquit le gardien, de plus en plus étonné. « Elle n'a pas eu le choix, elle a fondu, » expliqua l'épouvantail. « Fondu? Mais quelle bonne nouvelle! Et qui donc l'a fait fondre ?»« C'est l'œuvre de Dorothée, » déclara le lion avec gravité. « Bonté divine !» Et sur ces mots, le gardien des portes fit une profonde révérence à la petite fille. Puis il conduisit les visiteurs dans la première salle et leur ajusta des lunettes vertes sur le nez, comme il l'avait fait à leur précédent séjour. Enfin, il leur ouvrit la porte de la cité d'Émeraude. Lorsque les citoyens apprirent que grâce à la petite bande, la vilaine sorcière de l'Ouest avait fondu, ils se rassemblèrent autour des héros du jour et les escortèrent jusqu'au palais. Le soldat aux moustaches vertes était toujours en faction devant la porte, mais il les laissa entrer sans hésitation. Et à l'intérieur du palais, ce fut la belle jeune fille verte qui les accueillit pour leur montrer leur chambre. Ose ne tarderait pas à les recevoir. Le lendemain matin, à 9 heures précises, le soldat aux moustaches vertes les réveilla. 4 minutes plus tard, ils étaient dans la salle du trône. Bien entendu, chacun s'était attendu à voir Ose sous la forme qu'il avait à leur précédent entretien. Tous furent donc grandement surpris de découvrir la pièce vide. Serrés les uns contre les autres, ils demeurèrent près de la porte de sortie. Le silence pesant qui régnait dans la grande salle était bien plus effrayant que tous les artifices imaginés jusque-là par le magicien. Mais soudain, surgit du centre du plafond, une voix leur parla solennellement. « Je suis Ose, tout-puissant et terrible, que me voulez-vous » Nos amis fouillèrent du regard les moindres recoins de la pièce, mais ils ne virent rien. Dorothée prit la parole. « Où êtes-vous » ?»« Je suis partout, mais je suis invisible au commun des mortels. Je vais maintenant m'asseoir sur le trône pour vous permettre de converser avec moi. » À présent, en effet, la voix semblait venir du centre de la pièce. Les voyageurs s'approchèrent du trône et se disposèrent en rond tout autour. « Nous sommes venus, ô grand Ose, réclamer notre dû, » déclara Dorothée. « Mais la vilaine sorcière est-elle bel et bien hors d'état de nuire ?» demanda Ose. Dorothée crut remarquer que la voix tremblait un peu en prononçant ces paroles. « Oui, répondit-elle, je l'ai fait fondre en lui jetant un seau d'eau sur la figure. »« Oh là là !» soupira la voix. « Comme tout cela est inattendu. Bien, bien, revenez demain, il faut que je réfléchisse. »« Vous avez eu amplement le temps de réfléchir, » s'exclama l'homme en fer-blanc avec colère. « Je n'attendrai pas un jour de plus, » s'écria l'épouvantail. « C'est vrai, il faut tenir ses promesses, » renchérit Dorothée. Le lion, trouvant à propos d'épouvanter le magicien, poussa un rugissement assourdissant, si terrible que Toto s'éloigna de lui d'un bond et atterrit sur le paravent qui ornait un coin de la pièce. Le paravent s'écroula dans un grand craquement et les 4 amis s'immobilisèrent, médusés. Derrière le paravent se tenait un vieux petit bonhomme, chauve et couvert de rides, qui avait l'air aussi surpris qu'eux. L'homme en fer-blanc, la hache au poing, se rua sur lui en criant « Qui êtes-vous » ?« Je suis Ose, le tout-puissant et terrible, » répondit le petit homme d'une voix mal assurée. « Mais s'il vous plaît, ne me frappez pas, je ferai tout ce que vous voudrez. » « Et moi qui croyais que le magicien Ose était une tête géante, » murmura Dorothée. « Et moi qui le prenais pour une belle dame, » dit l'épouvantail. « Et moi qui le prenais pour une affreuse bête, » fit l'homme en fer-blanc. « Et moi qui le prenais pour une boule de feu, » s'exclama le lion. « C'est que vous vous êtes tous laissés abuser, » expliqua le petit homme d'un air d'excuse. « J'ai fait semblant d'être tout cela. »« Semblant » s'écria Dorothée. « Alors vous n'êtes pas magicien ?»« Chut, ma chère, pas si haut. Si on vous entendait, c'en serait fini de moi. Tout le monde me prend pour un grand magicien. »« Et tout le monde se trompe, » compléta la petite fille. « C'est cela même, je suis un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire. »« Pardon, » intervint l'épouvantail avec aigreur. « Vous n'êtes pas un homme ordinaire, vous êtes un charlatan. »« C'est le juste mot, » répliqua le petit homme en se frottant les mains d'un air soulagé. « Je suis un charlatan. »
Il y a quelque chose qui m'échappe, intervint la petite fille. Comment se fait-il que vous me soyez apparu sous la forme d'une tête géante? C'est un de mes tours, répondit Oz. Entrez par ici, je vous prie, et je vous montrerai de quoi il s'agit. Il les introduisit dans une petite chambre située en arrière de la salle du trône et leur désigna dans un coin de la pièce la tête géante fabriquée en papier mâché avec un visage peint. Elle était pendue au plafond. Moi, derrière le paravent, je tirais sur les fils pour actionner les yeux et la bouche. Et la voix? Demanda Dorothée. Je suis ventriloque, expliqua Oz. Je peux envoyer le son de ma voix n'importe où. Vous avez donc cru qu'elle sortait de la tête. Et voici les autres artifices que j'ai utilisés pour vous tromper. Il désigna l'épouvantail, la robe et le masque qu'il avait revêtu pour paraître sous les traits de la belle dame, et à l'homme en fer blanc il montra que la terrible bête n'était rien d'autre qu'un assemblage de peaux cousues ensemble sur une armature de baleine. Quant à la boule de feu, c'était en fait un ballot de coton enduit de pétrole que le charlatan avait pendu au plafond et enflammé. Vraiment, conclut l'épouvantail, vous devriez avoir honte. C'est très mal de tromper les gens de la sorte. Je ne suis pas fier de moi, reconnut le petit homme, mais je ne pouvais rien faire d'autre. Asseyez-vous, je vous en prie, il y a assez de chaises pour tous. Je vais vous raconter mon histoire. Tous s'assirent pour l'écouter, et le petit homme commença son récit. Je suis né en Amérique, à Omaha. Oh, mais c'est tout près du Kansas, s'exclama Dorothée. Certes, mais c'est bien loin d'ici, répliqua-t-il en hochant tristement la tête. Devenu grand, j'ai choisi la profession de ventriloque et j'ai suivi les cours d'un grand maître. Je suis capable d'imiter tous les oiseaux et tous les animaux possibles. Sur ce, il se mit à miauler comme un petit chat. Toto dressa les oreilles et tourna la tête en tous sens pour découvrir d'où venait ce bruit. Au bout de quelque temps, poursuivit Oz, le métier de ventriloque me lassa. Je décidai donc de devenir aéronaute forain. Aéronaute forain? Qu'est-ce que c'est? Demanda Dorothée. Cela consiste à monter dans un ballon les jours où un cirque s'installe en ville. Ainsi, la foule se rassemble pour voir le ballon et on en profite pour les faire venir au cirque. Je vois. Donc un jour, alors que j'étais en ballon, les cordes s'en mêlèrent et je me trouvai incapable de redescendre. Mon ballon montait sans trêve parmi les nuages. Un courant d'air nous happa et pendant 2 jours, je fus emporté à la dérive. Au matin du second jour, je m'éveillai au-dessus d'un paysage étrange et beau. Mon ballon descendait graduellement, sans heurts, et j'atterris sans aucun mal. Mais les habitants de ce pays, m'ayant vu descendre du ciel, se mirent en tête que j'étais un grand magicien. Bien entendu, je les laissai croire ce qu'ils voulaient. Ils avaient peur de moi, et ils promirent de m'obéir en toutes choses. Pour mon agrément, et aussi pour occuper ces braves gens, j'ordonnai la construction de la cité et de mon palais. Ils travaillèrent volontiers et fort bien. Puis, trouvant la campagne environnante si verte et si belle, je décidai que ma ville s'appellerait la cité d'Émeraude. Et pour que ce nom ne lui soit pas donné en vain, j'ordonnai à tout le monde de porter des lunettes vertes. Ainsi, comme vous autres, ils voient tout en vert. Mais alors, rien de tout cela n'est vert? Demanda Dorothée. Pas plus que dans les autres villes. Ce sont les lunettes qui vous donnent l'impression que tout est vert. La cité fut construite il y a bien des années, car j'étais jeune lorsque mon ballon me déposa dans ce pays. Ceux qui vivent ici portent des lunettes depuis si longtemps qu'ils ont fini par croire que la ville est véritablement construite en émeraude. L'un de mes principaux soucis était les sorcières. Moi qui n'ai aucun pouvoir magique, je me suis vite rendu compte qu'elles étaient capables de faire des merveilles. Il y en avait 4 dans ce pays. Elles régnaient respectivement sur les contrées du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Par bonheur, les sorcières du nord et du sud sont de bonnes sorcières. Elles n'ont jamais tenté de me nuire. Mais celles de l'est et de l'ouest étaient méchantes au-delà de toute expression. La seule raison pour laquelle elles n'osaient pas s'attaquer à moi est qu'elles me prenaient pour un grand magicien. Dans ces conditions, j'ai passé des années à vivre dans la terreur. Vous imaginez donc quelle fut ma joie lorsque j'appris que votre maison, en tombant du ciel, avait écrasé la vilaine sorcière de l'Est. Quand vous êtes venu me rendre visite, j'étais prêt à vous promettre n'importe quoi pour que vous me débarrassiez de la deuxième sorcière. Mais maintenant qu'elle a fondu, je dois vous avouer à ma grande honte que je suis incapable de tenir mes promesses. Est-ce que vous pouvez tout de même me donner un cerveau? Implora l'épouvantail. Vous n'en avez pas besoin, répondit Oz. Chaque jour vous apprenez quelque chose de nouveau. Un bébé naît avec un cerveau, mais il n'en est pas plus savant. Il n'y a que l'expérience qui procure la connaissance. Et plus longtemps vous vivrez, plus votre expérience s'enrichira. C'est peut-être vrai, répliqua l'épouvantail d'un air dubitatif. Mais moi je veux un cerveau, et je serai très malheureux si vous refusez de m'en donner un. Le faux magicien observa attentivement son interlocuteur. C'est bon, soupira-t-il enfin. Mais je vous aurais prévenu, je ne vaux pas grand-chose comme magicien. Cependant, si vous venez me voir demain matin, je vous mettrai un cerveau dans la tête. Mais surtout, ne comptez pas sur moi pour vous dire comment vous en servir. C'est à vous de le découvrir. À ces mots, l'épouvantail ne se tint plus de joie.
Oh, merci, merci s'écria-t-il. N'ayez crainte, j'en ferai bon usage. Mais à moi, intervint le lion tout inquiet, ne me donnerez-vous pas un peu de courage? Vous êtes bien assez courageux comme vous êtes, répondit Oz. Tout ce qui vous manque, c'est un peu de confiance en vous. Tout être vivant connaît la peur, et le véritable courage consiste à la surmonter pour affronter le danger. C'est là ce qu'on appelle le courage, et vous n'en manquez nullement. Peut-être bien, rétorqua le lion, mais je n'aime pas avoir peur. Si vous refusez de me donner du courage, le vrai courage qui fait oublier la peur, je serai malheureux jusqu'à la fin de mes jours. C'est bon, répondit Oz. Venez me voir demain, et je vous donnerai ce que vous désirez. Ce fut au tour de l'homme en fer-blanc de présenter sa requête. Et moi, me donnerez-vous un cœur? Mon bon ami, déclara Oz, vous avez tort de vouloir un cœur à tout prix. La plupart des gens qui en ont un sont bien malheureux. Considérez cet argument, et vous n'aurez pas envie de leur ressembler. Je ne suis pas d'accord avec vous, répliqua l'homme en fer-blanc. Pour ma part, je me sens capable de supporter tout le malheur du monde, sans un mot, si seulement vous me donnez un cœur. Très bien, admit le faux magicien avec douceur. Venez me voir demain, je vous donnerai un cœur. J'ai joué mon rôle de magicien si longtemps que je peux bien continuer un peu. Et moi, dit Dorothée, comment vais-je retourner dans le Kansas? C'est une question un peu plus épineuse et je vous demande 2 ou 3 jours pour y réfléchir, repartit le petit homme. Je trouverai bien un moyen de vous faire traverser les déserts qui entourent ce pays. Entre-temps, considérez-vous comme une invitée d'honneur. Aussi longtemps que vous habiterez le palais, mes domestiques seront à vos ordres. Je ne vous demande qu'une chose en échange de mon aide, si mince soit-elle, vous garderez le secret. N'allez dire à personne que je suis un charlatan. Ils promirent tous de garder le secret et retournèrent dans leur chambre, le cœur léger. Dorothée elle-même espérait que le grand et terrible charlatan, comme elle l'avait surnommé, trouverait un moyen de la renvoyer dans le Kansas. S'il en était incapable, elle se sentait prête à tout lui... S'il en était capable, elle se sentait prête à tout lui pardonner.